Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 heures. Pour le moment, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin dans la matinale de Bretagne 5 est Damien Joran. Il est responsable adjoint à la communication de la Fédération de Rassemblement National des Côtes-d'Armor. Et il est en direct avec nous en studio, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci pour votre invitation. Alors on va parler de politique, on va parler aussi des élections européennes bien entendu, avec une campagne, tenez j'ai envie de commencer par là, avec une campagne qui se passe plutôt bien pour Jordan Bardella, que l'on crédite de maintenant 32%, voire un peu au-delà dans les sondages, même s'il faut garder une certaine prudence. Oui, tout à fait, il faut raison garder, on n'est pas au soir du 9 juin, si effectivement les scores qui sont annoncés dans les sondages se confirment le 9 juin au soir, eh ben, je serai content, mais en attendant il faut, comme je disais, raison garder, continuer le travail pour faire en sorte que ce score soit se confirme, soit soit encore plus haut qu'espéré. Voilà, avec toujours le risque dans une campagne électorale de voir des événements arriver et changer un peu la donne. Voilà, donc on va observer évidemment cette campagne de Jordan Bardella. Une campagne à laquelle prend part également Marine Le Pen qui était en déplacement à La Réunion et à Mayotte il y a quelques jours, où elle a dénoncé la submersion migratoire, ce qui n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre. Effectivement, l'archipel des Comores qui jouxte l'île de Mayotte, effectivement, joue un jeu de submersion migratoire avec l'île de Mayotte. Il faut que je rappelle que l'île de Mayotte est un département depuis 2011 et que aujourd'hui les Comores veulent s'approprier ce territoire, revendiquent un territoire de la République française, ce qui n'est pas tolérable, et donc veulent jouer une sorte de guerre d'usure avec la France en encourageant sa population à émigrer vers ce territoire français. Et donc Marine Le Pen est allée dénoncer là-bas ce que ne fait pas plutôt l'État pour sauvegarder la population de Mayotte, sauvegarder son cadre de vie, puisque je dois rappeler que l'eau là-bas est coupée, l'électricité est coupée, que l'insécurité est galopante, qu'on a le taux de criminalité le plus élevé de France. Donc effectivement, Marine Le Pen est allée là-bas constater cela et surtout le dénoncer pour montrer aux Français ce que ne fait pas l'État là-bas. Alors l'État a fait un petit peu tout de même avec ce démantèlement de bidonvilles, on l'a vu, et quelques mesures coercitives annoncées par Gérald Darmanin, c'est pas suffisant? Vous l'avez dit, c'est un petit peu, c'est pas assez. On a entendu dire que M. Darmanin voulait supprimer le droit du sol à Mayotte. On attend encore, moi j'ai envie de dire, mais M. Darmanin, faites-le sur l'ensemble du territoire français. Des petites mesurettes ne sont pas suffisantes. C'est comme si vous utilisiez une éponge pour écoper un bateau, le bateau finira par couler. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'immigration dans ce territoire et plus largement sur le territoire français, cesse totalement pour que les Français retrouvent un cadre de vie serein et soient en sécurité. Alors vous parliez des Comores tout à l'heure, on a entendu le président des Comores avoir des propos très durs vis-à-vis de la France. Il a également refusé qu'un déplacement de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, puisse se tenir aux Comores, avec, dit-on, l'ombre de la Russie derrière. Est-ce que là aussi on serait déjà dans de la géopolitique ? On est tout de suite dans de la géopolitique, effectivement, puisque la Russie n'est pas forcément dans de très bonnes relations avec la France, avec ce qui se passe en Ukraine, et a pour but, à mon sens, de déstabiliser la France, puisqu'on est l'un des premiers partenaires européens de l'Ukraine. Mais oui, effectivement, tout de suite, on va rentrer dans de la géopolitique, et ce qui me semble est un petit peu logique au vu des enjeux, mais effectivement il n'y a pas de raison. Mais sinon il n'y a pas de raison de s'inquiéter de la part d'un archipel comme les Comores, et la France se doit de répondre fermement à ce qui se passe sur l'île de Mayotte, en renvoyant les migrants comoriens chez eux et rétablir une véritable situation de paix et de prospérité sur l'île. Alors, le problème des migrations et des réfugiés qui arrivent sur le territoire français, c'est aussi un peu plus largement le problème européen. Là aussi, on a entendu Jordan Bardella s'exprimer à plusieurs reprises autour justement du fait que le nouveau pacte immigration, hein, c'est le nom qu'on lui a donné, n'était pas suffisamment protecteur pour l'Europe. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que justement, on entend aussi les associations d'un autre côté qui disent, elles, qu'il est justement trop coercitif. Est-ce qu'il faudra trouver un juste milieu, un juste équilibre ?
Mais écoutez, ce n'est pas à l'Europe de décider notre politique migratoire, c'est à la France et au peuple français de décider par voie référendaire si Marine Le Pen est élue en 2027, eh bien, elle proposera un référendum sur l'immigration. Mais ce n'est pas à l'Europe de venir décider de ça. Et effectivement, ces mesurettes aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour endiguer le phénomène migratoire qui vient submerger la France et l'Europe. Alors, on a une campagne électorale qui se déroule dans un climat assez particulier, assez tendu. On le voit du côté de LFI, par exemple. On le voit aussi du côté du Rassemblement national, souvent pointé du doigt par les autres partis politiques. Est-ce que c'est le fait que Jordan Bardella est haut dans les sondages, qu'on commence à, j'allais dire, un petit peu faire de grandes manœuvres ? J'ai envie de vous dire, plus on atteint les sommets, plus le chemin est escarpé. Mais on voit que le Rassemblement national est attaqué. Nous, que faisons-nous ? On ne répond pas. On travaille pour que cette campagne européenne se passe le plus sereinement possible, pour que nous fassions le meilleur score possible. Et on constate que Jean-Luc Mélenchon que Jean-Luc fait du Mélenchon, si vous me permettez l'expression, puisque on constate que M. Mélenchon va faire des conférences dans des universités en proie à la violence. L'opposition y est muselée dans un système absolument soviétique, et on constate que comment vous dire cela, il y a une tension finalement. Oui, effectivement, il y a une tension, que cette campagne est tout simplement excusez-moi, je trouve pas mes mots ce matin. En fait, oui, il y a un climat que le climat est vraiment délétère du fait de la présence de M. Mélenchon dans cette campagne européenne, et du fait que aussi M. Mélenchon ne parle, et sa liste via la voix de Manon Aubry, sa tête de liste, ne parle pas du tout de la France. La liste de Manon Aubry se consacre uniquement sur la Palestine. Et qu'il n'y a pas un seul mot aujourd'hui pour les Français. Si aujourd'hui des personnes hésitent encore à voter pour telle ou telle liste, et que elles se demandent si une liste veut mieux défendre leurs intérêts que les autres, mais moi je dis à ces personnes-là, ne votez surtout pas la liste de la France insoumise. Elle ne vous défendra jamais au Parlement européen. Il fallait interdire, ça a déjà été fait dans quelques universités, on a entendu d'ailleurs les protestations de la France insoumise. Il fallait interdire ces rassemblements, que ce soit dans les universités ou ailleurs. À mon sens, une faculté n'a pas à accueillir un rassemblement politique. On voit que à Rennes 2, une conférence de Jean-Luc Mélenchon avait été programmée, elle a été annulée. L'on sait que dans le pays rennais, que la faculté de Rennes 2 est complice de l'extrême gauche. Ça ne me surprend pas qu'il y ait ce genre de conférence à Rennes 2. Elle a été annulée. Écoutez, moi, je ne vais pas m'en plaindre, mais effectivement, si cela devient trop courant d'annuler ce genre de conférence, il peut se poser un problème de pluralité politique. Mais comme je l'ai dit, les facultés n'ont pas à accueillir ce genre de conférence en leur sein. Voilà, faut que ce soit fait ailleurs, en dehors de la faculté, en dehors de l'université. Tout à fait, il y a des salles partout. Comme je vous disais, à Rennes 2, ça a été annulé. À Rennes, il y a des dizaines et des dizaines de salles, des plus grandes salles que des amphithéâtres même. Je vois pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon vient faire campagne dans nos facultés. Alors on parlait tout à l'heure des scores assez importants, en tout cas des promesses électorales assez importantes via les sondages pour Jordan Bardella et plus largement pour le Rassemblement national. On a entendu Jordan Bardella s'exprimer autour de cette possible victoire le 9 juin et demander que le président de la République procède à la dissolution. Le mot a été lâché de l'Assemblée nationale. Est-ce que là on rentre pas dans une politique plus intérieure que européenne? Écoutez, si le 9 juin, la liste de Jordan Bardella arrive en tête, effectivement, on va envoyer environ une trentaine de députés au Parlement européen, si les sondages se confirment ou s'ils sont encore mieux que ce qui est annoncé. Mais on va rentrer tout de suite, effectivement, dans une sorte de lutte de force. Mais une lutte de force qui, entre guillemets, est légitime, puisque le 9 juin, ce que je rappelle, c'est que c'est un seul jour et un seul tour, c'est que on va pas voter la semaine d'après, c'est on va voter le 9 juin ou on ne vote pas. On ne peut pas se dire que si la liste de Jordan Bardella gagne, on ne peut pas se dire que tout va continuer comme ça se passe depuis 2022. Il faut que les choses avancent, il faut que le pays soit débloqué. Donc effectivement, Jordan Bardella demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, pour venir dire à Emmanuel Macron, écoutez, vous avez perdu les élections européennes, vous n'êtes plus légitime dans le pays avec le score que nous avons fait, veuillez dissoudre l'Assemblée nationale pour que le peuple puisse avoir la parole. Donc on convoquerait des législatives. Certains diront que c'est une manœuvre politique, que le Rassemblement national joue en fait le premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Écoutez, je leur réponds que effectivement c'est ridicule de dire cela. Si Emmanuel Macron perd les élections européennes et que on constate que les Français contestent en majorité son action, il n'y a pas de raison que M. Macron ne veuille pas dissoudre l'Assemblée. Voilà, ceci dit, il peut décider de ne pas le faire. Il peut décider de ne pas le faire, puisque c'est une prérogative à la discrétion du président de la République. Mais j'ai envie de dire, je l'encourage à le faire. Alors, il y a aussi, évidemment, en ligne de mire des élections de 2027. On dit que Marine Le Pen est déjà dans les starting blocks. Hein, je reprends le terme de quelques confrères. Est-ce qu'il y a déjà, au Rassemblement national, des visées pour 2027 ? Oui, effectivement, Marine Le Pen l'avait annoncé. Si elle est candidate en 2027, ce qui semble être le cas puisque c'est la personne la plus légitime au Rassemblement national, la plus expérimentée pour l'être, eh bien, elle nommerait Jordan Bardella à Matignon si elle est élue. Elle a dit à ce titre qu'elle formerait une sorte de ticket à l'américaine. Vous savez, aux élections américaines, il y a le président qui se présente aux primaires et puis ensuite il nomme son colistier, le vice-président ou la vice-présidente. Et dans le cas présent, ce serait le Premier ministre. C'est la seule chose qui ont été annoncées. Il n'y a pas d'autres visées, d'autres personnes qui seraient entre guillemets ministrables. On n'est pas dans ce genre de lutte d'influence de pouvoir au Rassemblement national. On veut au maximum servir l'intérêt des Français et nommer le meilleur, faire le choix du meilleur ou de la meilleure dans tel ou tel ministère. Mais on n'y est pas encore, on n'est pas encore en 2027. Je ne vous demanderai pas la liste ce matin. On parle beaucoup aujourd'hui aussi de violence. Alors, tout à l'heure, on parlait d'immigration. Je décorrèle bien les deux sujets. C'est important pour lire l'actualité. Il y a ces faits de violence de ces jours derniers, ces faits divers. Certains disent des faits de société. On a une violence particulière chez les mineurs. On l'a vu là aussi dans les faits divers de ces derniers jours. Des mesures ont été annoncées par Gabriel Attal. Est-ce que ces mesures vis-à-vis des mineurs violents sont suffisantes ? Écoutez, c'est une sorte de casier judiciaire que M. Gabriel Attal voulait proposer sur le bulletin des élèves, entre guillemets, pas entre guillemets, s'ils ont été déclarés violents, ils sont violents ou perturbateurs, mais ça ne résout pas le problème. On va mettre un mot sur une feuille et puis il n'y aura pas de sanction, il n'y aura rien de fait. L'élève harcelé, admettons, devra continuer à être en classe avec son harceleur, ça ne va rien régler. Monsieur Gabriel Attal aujourd'hui ne comprend rien, pourtant il a été ministre de l'Éducation, certes peu de temps, mais il ne comprend rien à l'enjeu de l'éducation, et c'est triste quand on est Premier ministre de proposer des mesurettes comme ça pour tenter d'endiguer un problème qui est une source de mal-être majeure chez les collégiens et les lycéens et parfois certains étudiants. Avec plus largement des faits divers de violence aussi dans nos rues, on a vu ce jeune à Rente-Sainte, ce jeune de 22 ans qui a été assassiné, qui a été lynché par deux jeunes de 14 et 15 ans. Ça pose des questions aussi sur notre société. Oui, effectivement, ça pose des questions. Qui à 14 ou 15 ans va avoir l'idée de prendre... je rappelle que ce jeune homme-là a été tué à coups de hache, à coups de batte de baseball. Qui a l'idée de venir prendre des haches et des battes de baseball pour aller taper quelqu'un dans la rue? Il y a effectivement un problème d'éducation de la part de ces jeunes-là et plus largement du coup de leurs parents. Mais effectivement, c'est pas tolérable dans notre pays aujourd'hui d'avoir des jeunes, je rappelle, comme vous l'avez dit, de 14 et de 15 ans, venir prendre des battes et des haches pour aller tuer gratuitement quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes-là aujourd'hui? Quelle est la réponse judiciaire? Aujourd'hui, si j'ai envie de vous dire, dans le meilleur des cas, en tout cas pour la société, ils seront envoyés dans une prison pour mineurs et dans le pire des cas, un rappel à la loi, ce que je ne souhaite pas dans le cas de cette affaire, mais je ne suis pas juge, je ne peux pas rendre de décision. Voilà, non, c'était juste d'un point de vue politique, hein, évidemment. Il faut s'appuyer sur l'éducation. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, Damien Joran. Il faut s'appuyer sur l'éducation aujourd'hui. On a délaissé l'éducation, on n'a pas fait assez. On n'a pas fait assez, et puis l'éducation aujourd'hui est totalement délaissée. Si vous voulez, quand la parole du professeur va être contestée en classe par un élève, alors qu'il y a encore 20 ans, il y a encore 30 ans, j'ai envie de vous dire, la figure du professeur était une figure sacro-sainte dans la société et dans l'établissement, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Donc nous, ce que nous voulons, c'est remettre le mérite au cœur de l'éducation, faire en sorte que l'école soit un endroit où la République vit et où la République passe avant tout. Donc,
Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui incarne le mieux une politique visant à remettre au cœur une éducation correcte et une éducation en phase avec la République. Alors là encore, ça nous ramène à Gabriel Attal qui a dit les éléments perturbateurs, je vais y arriver, les éléments perturbateurs, voilà, on peut les mettre dans un internat pendant 15 jours pour essayer de les remettre un peu dans le droit chemin. C'est suffisant ? Écoutez, 15 jours, ça ne va rien régler du tout. Donc ils vont râler les 2-3 premiers jours parce qu'ils vont être privés de vacances, ils vont aller dans un internat. Privé de portable, je crois aussi. Privé de portable, bon bah c'est très bien. Et ils vont revenir encore plus fâchés que lorsqu'ils étaient partis, puisque on leur a privé dès 15 jours de vacances. La personne qui leur a fait entre guillemets subir ça, elle va prendre entre guillemets double tarif. Donc ça ne sert absolument à rien. Monsieur Gabriel Attal, comme je l'ai dit encore une fois, propose des mesurettes à des véritables sujets de société qui sont très sensibles et qui méritent de vraies solutions, et ce qui n'est pas aujourd'hui proposé par le gouvernement en place et par le président en place. Les vraies solutions, finalement, c'est un retour aux fondamentaux de l'éducation. Tout à fait, il faut arrêter aujourd'hui toutes ces dérives de l'enseignement. Il faut que l'enseignant soit remis au cœur du système éducatif. Il faut que les enseignants soient, comme je dis, une sorte de figure sacro-sainte dans l'école et dans l'établissement et plus largement dans la société, que sa parole soit respectée aussi bien par les parents que par les élèves, et faire également le choix du mérite. Excusez-moi, faire le choix du mérite, c'est-à-dire qu'on va les élèves qui ont les meilleures notes, qui sont les plus méritants, et bien les mettre véritablement au cœur de ce système-là, faire en sorte que les élèves donnent leur maximum et non plus les pousser via des notations, si je puis dire, artificielles, gonfler les notes pour faire gonfler des statistiques et arriver à des taux de réussite de brevet au bac et en licence qui sont de l'ordre de 80, 90, 95%. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Quand vous voyez, ça fait baisser le niveau, finalement. Ça fait baisser le niveau. Quand vous voyez la génération de mes parents qui, quand ils passaient le bac, le taux de réussite, c'était certainement pas 95 ou 90%. C'était un taux bien moindre, mais le bac, entre guillemets, était mérité. On a dévalorisé finalement le bac ? Tout à fait, on l'a dévalorisé. Il y a aussi dans nos rues le trafic de drogue. C'est un problème que le gouvernement a essayé aussi de prendre en main assez fermement. On a vu les opérations XXL Place Nette lancées par Gérald Darmanin qui ont quelques résultats, il faut bien le dire, dans certains quartiers en France, même plus près de nous à Rennes. On voit quand même des points de deal qui sont démantelés. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que ce sont des opérations qu'il faudrait finalement faire au long cours, sur un temps long et non pas sur un temps court? Écoutez, quand je constate à Rennes une dérive à la marseillaise de l'insécurité, quand dans le quartier du Blône à Rennes, pendant plus d'1 heure, des coups de feu sont tirés sans intervention de la police, à mon sens, je ne peux pas constater de progrès en la matière. Effectivement, des progrès sont à faire. Et si nous arrivons au pouvoir, une véritable place nette sera faite. Il y aura une tolérance, zéro vis-à-vis des délinquants et des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, ce que propose Gérald Darmanin, ce que fait Gérald Darmanin, c'est une tentative de rafistolage de ce qui a déjà été fait, de ce qui n'a déjà pas été fait. Et à mon sens, quand on constate que l'insécurité ne fait que grandir à Marseille, quand on a des attaques au couteau tous les jours dans la ville de Paris, comme quand on a, comme je le disais, dans Rennes, des coups de feu qui sont tirés pendant plus d'1 heure, moi je ne constate pas, en tant que responsable du Rassemblement national et en tant que simple citoyen, quand je vais sortir de ce studio, je ne constate pas de progrès. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre au cœur du système là aussi les élus locaux, les maires, les adjoints qui sont à même finalement de pouvoir dire voilà, il se passe des choses à tel et tel endroit? Est-ce qu'il faut les mettre au cœur du système? Les élus sont déjà au cœur du système. Je vais vous rappeler que le maire est officier de police judiciaire chargé de faire respecter l'ordre dans sa commune. Mais aujourd'hui, le maire va venir faire constater à des administrés que quelque chose ne va pas, qu'ils ne sont pas dans le respect de la loi. Eh bien, le maire aujourd'hui ne va plus le faire parce qu'il va avoir peur de se faire agresser. On a vu des maires d'ailleurs qui ont démissionné. Tout à fait, il y a des maires qui démissionnent, il y a des maires qui ne vont plus se représenter parce qu'effectivement, ils subissent parfois un harcèlement moral parce qu'ils font simplement leur travail. Donc les maires aujourd'hui ont le pouvoir de faire respecter la loi, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc nous, ce que nous voulons, c'est leur donner véritablement les moyens pour qu'ils se sentent déjà d'une part en sécurité et pour qu'ensuite leurs administrés, les citoyens français, se sentent en sécurité. C'est un recul de la démocratie quand un maire ou un élu ne peut plus être sur le terrain ou s'y trouve en danger. Oui, tout à fait. Quand
vous êtes élu maire. Je vais pas vous dire que la principale caractéristique de ce métier, c'est de se faire engueuler, mais ça fait partie du travail d'un élu de venir, d'aller au contact et de se faire un petit peu engueuler par ses administrés, et dire écoutez, ça va pas, ça devrait être fait comme ça. Ça fait partie du rôle démocratique et on n'est plus dans la démocratie à partir du moment où le poing est tendu, quand la main est sortie ou quand une arme est brandie. C'est ce qui se passe avec de nombreux élus qui démissionnent ou qui ne se représentent plus aujourd'hui. Alors, il y a aussi, on parlait de ce climat assez délétère, assez difficile, il y a aussi toute une réflexion autour des territoires pour essayer d'apaiser justement beaucoup de choses. On entend le mot autonomie, on en avait parlé l'autre fois, on n'avait pas eu beaucoup de temps, je voulais y revenir un petit peu. Autonomie des régions, alors on parle beaucoup de la Corse, on parle évidemment de la Bretagne, soyons chauvins ce matin. Est-ce que c'est une bonne chose de donner plus d'autonomie aux régions ? Écoutez, les régions, depuis la loi de 1982, sont des collectivités territoriales décentralisées. La République est décentralisée depuis la réforme constitutionnelle de 2000. Les régions, à mon sens, ont assez de pouvoir. Venir dire à la Corse, écoutez, vous serez autonome par simple calcul électoral, parce que je rappelle que ça a été proposé par Emmanuel Macron dans le cadre de la présidentielle de 2022, c'est absolument ridicule. De plus, la Corse a voté majoritairement pour Marine Le Pen, donc c'est quelque chose de complètement raté. Et Loïc Chenet-Girard, à la suite du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, est venu demander une autonomie de la Bretagne. À mon sens, aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens. La Bretagne a toutes les cartes en main pour bien se porter. Et nous, ce que nous proposons au Rassemblement national, c'est que la Bretagne soit plus écoutée au niveau, entre guillemets, local, notamment via un référendum visant à réunifier les 5 départements bretons, à rallier le département du 44 à la Bretagne. Voilà, retrouver les frontières historiques de la Bretagne. On dit que le RN est un parti jacobin. Écoutez, nous, ce que nous voulons, c'est le progrès de la France, faire que notre pays se porte au mieux, que nos concitoyens se sentent en sécurité. De là à dire que nous sommes jacobins, à nous catégoriser, à nous mettre dans une catégorie, non, fondamentalement, je ne trouve pas que ce soit forcément très utile. En Bretagne, on voit une progression de Rassemblement national qui n'était pas finalement une terre, la Bretagne, j'allais dire, de villégiature ou en tout cas d'élection du Rassemblement national. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous progressiez en Bretagne ? Mais écoutez, les gens comprennent de plus en plus notre message. Quand je rencontre des personnes dans la rue, quand je fais du tractage, les personnes viennent nous dire « Ah bah écoutez, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans au moment du second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, j'ai voté Chirac, mais écoutez, aujourd'hui, quand je regarde votre programme, quand j'écoute Marine Le Pen, quand j'écoute Jordan Bardella, bah finalement je comprends ce que vous voulez dire et puis c'est ce qu'il nous faut. On en a marre d'Emmanuel Macron, on en a marre de cette classe politique aujourd'hui qui ne nous représente plus. Et j'ai envie de dire, bah écoutez, tant mieux, venez voter pour nous, venez militer avec nous, soyez adhérents et surtout votez au 9 juin puisque je rappelle que c'est un seul jour et un seul tour. Voilà, avec un taux d'abstention qui est toujours important aux élections européennes. On l'a dit ici, peut-être un peu moins en Bretagne, on est un peu plus européen dans la fibre. On voit aussi des jeunes s'engager en politique et parfois rejoindre le Rassemblement national. Est-ce qu'on tourne la page de Jean-Marie Le Pen, pour faire simple ? Écoutez, la page de Jean-Marie Le Pen a été tournée en 2015, au moment où il a été exclu du parti. À mon sens, la page est déjà tournée. On a élu Marine Le Pen à la tête du parti en 2011. On a élu Jordan Bardella à la tête du parti en 2022. La page, on a donc eu la fille, on a eu un autre dirigeant qui ne porte pas le nom Le Pen. La page est vraiment tournée. Voilà, ce qui offre des perspectives pour la suite. Des perspectives électorales, là aussi, on peut imaginer que, bon, peut-être pas cette fois-ci, mais Jordan Bardella, à une autre élection, pourrait être président de la République. Écoutez, je ne suis pas devin, mais la candidate légitime reste aujourd'hui Marine Le Pen. Un président de la République ou une présidente de la République peut faire 2 mandats. Donc Jordan Bardella, si à mon sens veut se présenter, il devrait se montrer patient. Et de toute façon, il sait ce qu'il doit à Marine. Il sait que c'est elle qui l'a lancé. Et donc effectivement, il n'y aurait pas de coup entre guillemets à la baladure pour ceux qui se souviennent de l'élection présidentielle de 95, et que le Rassemblement national aujourd'hui s'avance serein vers les échéances électorales. Alors il y a aussi, pour ces élections européennes, alors d'autres listes, hein, on l'a vu, la liste du PS, la liste des écologistes. Là aussi, on a l'impression que le Rassemblement national est un peu un rouleau compresseur. Est-ce qu'il y a un besoin de changement aussi, même dans l'acception même de l'idée européenne ? Oui, il y a un besoin de changement, effectivement, quand 95% de nos décisions sont prises, non plus à Paris, mais à Bruxelles,
que notre Assemblée nationale aujourd'hui n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, plus qu'une chambre qui va décider des lois. Il y a une volonté de changement de la part de la population et ça s'explique effectivement par notre progression dans les sondages. Mais comme je l'ai dit en tout début de cette interview, il faut raison garder, il faut continuer le travail, il faut continuer à venir mobiliser les militants, les sympathisants, les personnes qui veulent voter pour nous. Et effectivement, on ne sera content qu'au soir du 9 juin si les sondages se confirment ou s'ils sont encore meilleurs que ce qui est annoncé. Alors, on voit l'Europe qui fait place aux partis. Alors, vous me permettrez le terme populiste, j'y mets les guillemets d'usage. Disons des partis quand même qui sont plus proches des idées du Rassemblement national. Est-ce que l'Europe est en train de connaître, de ce point de vue-là aussi, une forme de mutation, une forme de changement, en tout cas une forme d'approche politique ? Il y a effectivement une montée des partis amis du Rassemblement national, ce qui marque à mon sens un réveil des peuples. On a eu l'éveil des peuples en 1848 au moment des différentes révolutions en Europe. Il y a un nouvel éveil des peuples aujourd'hui en 2024. Est-ce que là aussi il y a un besoin, on va dire peut-être de stabilité d'une Europe qui n'est pas bien comprise finalement par les Européens, par les Français, par les Bretons ? Il y a un manque aujourd'hui cruel de renseignements de la part de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil des ministres de l'Union européenne sur ce qu'ils font. Bruxelles, par rapport à la Bretagne, c'est très loin, encore plus loin que Paris. Parfois, on a l'impression que ce qui se passe à Paris, c'est lointain. Là, Bruxelles, c'est encore plus loin. Donc, il y a un manque aujourd'hui d'informations avec ce que fait la Commission européenne et le Parlement européen. Donc, ça peut s'expliquer par une volonté de changement, de nouvelles stabilités et surtout de partis qui vont véritablement changer la donne dans l'Union européenne avec la montée du Rassemblement national, comme vous l'avez dit, qui caracole dans les sondages à 33%, mais aussi des partis amis. Je peux par exemple penser à Fratelli d'Italia en Italie, Vox en Espagne ou encore le PVV aux Pays-Bas. Avec aussi, et on terminera là-dessus, cette guerre aux portes de l'Europe, vous y avez fait référence tout à l'heure, guerre en Ukraine dont on ne connaît toujours pas l'issue, avec des changements possibles au niveau géopolitique. On pense au retour peut-être possible, alors il est en procès actuellement, de Donald Trump aux États-Unis, et ce qui changerait la donne en matière de protection de l'Europe, en tout cas via l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe pèse assez dans la géopolitique mondiale entre la Chine, les États-Unis, la Russie? Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe, c'est le nain finalement, j'allais dire, de la géopolitique, ou est-ce qu'au contraire, il y a une carte à jouer à ce niveau-là? L'Europe est un géant économique, mais c'est un nain géopolitique. C'est-à-dire que tous les pays européens ne vont pas parler d'une seule et même voix. Mais c'est une très bonne chose, puisque la France doit garder son indépendance vis-à-vis de l'Allemagne, qui elle-même va garder son indépendance vis-à-vis de l'Italie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui que le domaine des affaires étrangères, qui est un domaine régalien, soit donné à une entité supérieure à l'État. Aujourd'hui, la France doit retrouver sa place de troisième voie dans le jeu géopolitique mondial. Emmanuel Macron a tenté de le faire, ça s'est soldé véritablement par un échec. Nous, ce que nous voulons, Rassemblement national, c'est retourner à la table des négociations avec Vladimir Poutine, faire comprendre que la guerre est inutile. Ça fait un petit peu discours bisounours, mais effectivement la guerre est inutile et qu'il faut revenir à la table des négociations, venir parler et avec tout le monde. C'est-à-dire que si la Chine a un rôle, on va parler avec la Chine. Les États-Unis ont un rôle, on va parler avec les États-Unis. Et la France doit retrouver ce rôle primordial dans la diplomatie mondiale. Voilà, cette position d'équilibre qu'elle a eu très longtemps finalement. Tout à fait. Un dernier mot, on a beaucoup parlé des accointances du Rassemblement national avec la Russie. Voilà, je voulais vous entendre aussi là-dessus. Il n'y a pas d'accointance du Rassemblement national avec la Russie. Ceux qui viennent nous dire que Marine Le Pen est allée en visite avec Vladimir Poutine, à ces personnes-là, je leur dis qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là du message de Barack Obama qui soutient Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017, ancien président des États-Unis? Qu'est-ce que vous venez dire à ça? Bizarrement, plus personne ne répond. Donc, quand c'est la Russie, forcément, c'est des méchants. Mais quand ça vient des États-Unis, là, tout de suite, effectivement, il n'y a plus personne. Donc, à ces personnes-là, je les accuse effectivement d'être des personnes malhonnêtes. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Damien Joran, je rappelle que vous êtes responsable adjoint à la communication de la Fédération du Rassemblement national des Côtes-d'Armor. Et vous étiez en direct avec nous ce matin au micro de la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.